Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Moi, je suis Emma Lucioni et je suis chargée de la coordination au niveau national des EMPP. Vous le savez peut-être, mais il y a une coordination qui a été mise en place donc au niveau national l'an dernier et vous avez dans chaque région, enfin, bientôt presque dans l'ensemble des régions, des coordonnateurs régionaux avec lesquels on s'entretient tous les mois pour voilà, discuter des problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et essayer au mieux de pouvoir vous appuyer dans vos activités. Je suis désolée, il y a plusieurs échos. Est-ce que vous pourriez bien fermer vos micros, s'il vous plaît? Ah, ils ont coupé le son là. Merci beaucoup. Et donc, on a décidé cette année de mettre en place des rendez-vous des EMPP sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les passes. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps qui soit dédié aux professionnels, à un temps de parole, et pour que vous puissiez aborder des sujets que vous rencontriez dans votre quotidien. Donc, le premier aujourd'hui sera dédié au syndrome de Diogène. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est pas du tout d'avoir une présence institutionnelle. Enfin, nous, on est vraiment ici avec les coordonnateurs pour favoriser les échanges et simplement pour permettre un peu les aspects techniques, mais c'est vraiment pour que vous puissiez discuter entre professionnels et entre équipes spécialisées du sujet. Et donc, attendez, pardon. Je suis désolée d'insister, mais vraiment sur les micros, s'il vous plaît, si vous pouviez les couper. Merci beaucoup. Et donc peut-être en préambule, juste bien rappeler que même si on parle du syndrome de Diogène aujourd'hui, l'objectif évidemment, c'est pas du tout de dire que les EMPP doivent prendre en charge l'ensemble des diogènes sur le territoire. On sait bien que ce sont des situations qui sont très complexes et qui souvent nécessitent de nombreux acteurs dans le cadre de cette prise en charge. Et on sait aussi que malheureusement, souvent, c'est à vous qu'on fait appel quand on n'a pas forcément d'autres solutions. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de voir dans quelles circonstances de Diogène est-ce que côté EMPP, vous pouvez être amené à intervenir et comment faire sur le territoire, à qui faire appel. Et voilà, vous aurez quelques cas pratiques aussi, cas cliniques qui vous seront présentés. Et donc aujourd'hui, on a deux équipes qui vont venir présenter donc à la fois une équipe de Marseille qui n'est pas une EMPP mais qui est spécialiste de l'incurie et du Diogène et donc qui va nous aider un petit peu à reposer les bases, si je puis dire, notamment d'un côté, d'un aspect clinique et médical sur ce qu'est le Diogène et ce qu'est l'incurie et comment est-ce que eux œuvrent au quotidien pour la prise en charge de ces syndromes. Et ensuite, on aura le MPP de Bayonne qui, elle, va nous parler des difficultés qu'elle peut rencontrer dans la prise en charge du Diogène. Et voilà, essayer de faire le parallèle entre ces deux équipes, voir comment travailler tous ensemble. Et ensuite, on aura un temps d'échange, bien évidemment. Vous pourrez poser l'ensemble de vos questions aux deux équipes. Et n'hésitez pas à poser des questions également dans le chat, on pourra essayer d'y répondre. Voilà, là encore, vous n'aurez pas forcément de réponse institutionnelle sur ces sujets, puisque vraiment l'idée, c'est d'avoir des échanges entre professionnels. Mais après, nous, ça va nous permettre aussi d'alimenter tous nos échanges que nous aurons avec l'ensemble des coordonnateurs très prochainement. L'équipe de Marseille, je vous laisse la parole, peut-être. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Très bien. Et je partage les images que vous m'aviez envoyées. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes deux membres de l'équipe Diogène Incurie de Marseille, donc une équipe psycho-médico-sociale. D'abord, peut-être pour commencer cette intervention, on va peut-être apporter un peu d'éléments théoriques et des définitions. Parce que dans toutes les situations qui nous sont orientées, on se rend compte que c'est la non-demande et l'accumulation qui sont les points d'entrée, en tout cas, de toutes ces situations, et c'est ces critères-là qui servent souvent à définir ce qu'est le syndrome de Diogène. Nous, on opère une différence entre l'incurie et le syndrome de Diogène, et on insiste beaucoup là-dessus, puisque a priori, toutes les situations se ressemblent. On ne peut pas se fier à juste des photos. En fait, les observations, qu'elles soient sensorielles, en termes de ressenti, ça peut se ressembler. On observe une accumulation des pièces encombrées, un défaut d'hygiène, des nuisibles.
des déchets parfois. Donc nous, ce à quoi on s'attache quand on communique auprès des professionnels, c'est à bien différencier. Donc on y viendra dans un second temps. Peut-être que pour commencer, on peut déjà dire que le syndrome de Diogène, puisque c'est le sujet aujourd'hui, n'est pas une maladie. C'est ce qu'on entend souvent. Or non, ce n'est pas une maladie. Il n'y avait même aucun consensus scientifique sur la question, donc ni sur le terme syndrome de Diogène, qui est un terme plutôt français. On voit que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est nommé différemment et considéré différemment. Donc il n'y a pas de diagnostic médico-social qui peut être posé sur cette question. Il n'y a pas de consensus ni sur la prévalence, ni sur les causes, et ni sur les traitements qui peuvent être préconisés. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'apparente plutôt à un trouble du comportement et qu'on va observer différents signes cliniques. Il peut y avoir des pathologies qui peuvent être associées, mais qui, a priori, ne peuvent pas être la cause de ce qu'on observe et qu'on nomme syndrome de Diogène. Donc voilà, ça c'est déjà, première chose, c'est que ce n'est pas une maladie. Si tu veux, je prends le relais. Ouais. On va refaire un petit historique vite fait pourquoi on parle de Diogène et du syndrome de Diogène. Ce nom a été donné par un médecin, Dr Clark, en 1975, et qui définit selon plusieurs symptômes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir discuter par la suite. C'est le logement dans un état d'extrême saleté et en complet désordre, une négligence de soi, une absence de honte pouvant aller jusqu'au déni, voilà, et le refus de toute aide, on demande. Tout cela a été repris aujourd'hui par un neuropsychogériatre qui fait référence aujourd'hui, c'est le docteur Montfort. Peut-être que certains d'entre vous, en s'intéressant à Diogène, sont tombés sur cette référence-là, puisque c'est quasiment la seule et unique, qui aujourd'hui nomme en critère principal la non-demande. C'est-à-dire que un Diogène aura besoin de tout, mais ne demande rien. On va reparler un petit peu de ça, nous aussi, du coup, parce que par rapport à la pratique que l'on a depuis un peu plus de 4 ans maintenant, l'équipe Diogène Incurie de Marseille existe depuis 4 ans, on se rend compte que ça peut être nuancé, tout ça. Donc, cette non-demande et 3 autres critères nécessaires aussi pour pouvoir définir un syndrome de Diogène, c'est la relation inhabituelle aux objets, aux autres, enfin la relation inhabituelle aux autres, et une relation inhabituelle au corps, à son propre corps. On peut du coup décortiquer un petit peu ce que nous dit Montfort. Donc lui, le critère principal, c'est un Diogène a besoin de tout mais ne demande rien. Nous déjà, on tient à apporter des précisions qui viennent des quelques années de pratique qu'on a avec l'équipe. C'est qu'on ne peut pas s'en tenir à ce critère de la non-demande, ou alors on peut le décliner. Parce que déjà, on peut se demander que sont censées demander les personnes. On dit elles ne demandent rien, mais elles ont besoin de tout. Donc, c'est qu'on estime, en tout cas de l'extérieur, que les personnes devraient demander. Donc, selon qui elles devraient demander, sous quelle forme, auprès de qui. Bon. Nous, ce qu'on fait à partir de cette question de la non-demande, donc vous l'avez dans la diapo, dans l'image de gauche, on peut décliner cette non-demande. Elle peut avoir 4 causes. La première, ça peut être le manque d'information, la méconnaissance ou même la difficulté d'accès aux services. Des personnes qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir s'adresser. Du coup, effectivement, elles ne vont rien demander, elles ne vont pas adresser de formuler de demande. Par contre, ces situations, une fois qu'on y a accès et qu'on va à leur rencontre, pour les voir chez elles, elles vont nous accueillir parfois à bras ouverts en disant « mais je n'attendais que vous, où étiez-vous tout ce temps ?» Donc là, on voit que les personnes ne sont pas en demande a priori, mais c'est soit de la méconnaissance, soit de l'incapacité à pouvoir formuler une demande. Une autre manière de ne pas demander de l'aide, c'est la honte. On rencontre fréquemment des personnes qui ont une crainte importante d'être jugées négativement, et qui ne laissent personne rentrer chez elles et qui du coup ne vont pas formuler également de demande.
Souvent, ça va être des personnes qui peuvent nous dire « j'ai jamais été comme ça et je ne veux pas que vous voyiez l'état de mon logement actuel parce que j'ai toujours réussi à m'en occuper. Aujourd'hui, je n'y arrive plus. » Ces personnes-là, une fois qu'elles sont rassurées sur le fait qu'elles ne vont pas être jugées négativement, il y a un travail qui est possible et qui peut même se dérouler de manière assez simple. Une autre cause qui peut expliquer que les personnes ne demandent rien, c'est la méfiance. Des personnes qui ont construit des mécanismes de défense importants et qui peuvent se montrer hostiles à toute proposition d'aide qui vient de l'extérieur. Ces personnes, ça va demander un travail important, beaucoup plus important pour entrer en relation et nouer une relation de confiance. Mais c'est un travail qui est possible également une fois qu'elles sont rassurées sur le fait que l'interlocuteur n'a pas d'intention négative par rapport à la personne. Donc la méfiance, c'est également une façon de ne pas demander de l'aide. Et selon nous, la dernière, en tout cas, cause qui peut être significative, ça va être le refus revendicatif. Et là, on est face à des personnes qui s'opposent fermement à toute proposition d'aide qui leur est formulée. Donc, non seulement qu'ils s'y opposent, qu'ils la refusent, mais en plus qu'ils revendiquent et qu'ils peuvent argumenter ce pourquoi elles s'y opposent. Et vous expliquez par A plus B pourquoi elles n'ont pas besoin d'aide et pourquoi c'est vous qui êtes dans l'erreur en tentant de leur proposer une aide. Et selon nous, c'est cette manière-là de ne pas demander de l'aide, donc, et même de la refuser de manière vindicative, qui peut être la plus représentative de ce que peut être le syndrome de Diogène. Donc, on voit qu'à partir d'un critère commun qui est la personne ne demande rien, on a identifié 4 raisons qui peuvent l'expliquer. Et difficulté. Vas-y. Pardon, du coup, je prends le relais. Alors, pourquoi s'appliquer à essayer de décortiquer toute cette non-demande? Parce que, bon, en soi, à part. Pourquoi, dans la pratique, ça peut nous apporter quelque chose? Parce qu'une fois qu'on identifie un petit peu cette motivation de la non-demande, on peut commencer à comprendre, entrevoir, en s'intéressant justement à la personne et aux liens qu'on a réussi à mettre en place avec elle au bout d'un moment. Si on va se diriger sur une situation de syndrome de Diogène ou d'incurie. Et tout l'intérêt de savoir si c'est du Diogène ou de l'incurie, c'est pas juste de la curiosité intellectuelle, c'est qu'à un moment, ça va nous permettre d'entrevoir ce qui va être possible par la suite, dans l'avenir. Parce que si on n'est pas face à une accumulation compulsive, volontaire, avec un refus revendicatif d'intervention de notre part, qui caractérise le syndrome de Diogène, on sera plus, du coup, sur une incurie avec une accumulation passive d'objets qui n'est pas volontaire. Et donc, si l'on arrive à créer le lien en passant à travers la méfiance et la honte, on va pouvoir travailler pour arriver à une évolution progressive, mais certaine, pour arriver à une sorte d'état antérieur, on va dire, dans lequel on peut avoir l'objectif de remettre la personne dans un logement qu'on considérerait, nous, comme normal ou propre. Et que une fois que ça, c'est fait, alors ça prend beaucoup de temps, voire énormément de temps, dans tous les cas. Mais une fois qu'on arrive à remettre une situation en ordre, entre guillemets, toujours, on va pouvoir aussi mettre en place des relais pour que cette situation se perdure dans le temps. Dans le cas du syndrome de Diogène, on a moins d'espoir. On est souvent confronté à des situations qui s'enlisent un peu, sur lesquelles on a peu de prise. Et qui peuvent dégénérer petit à petit. On ne peut être que souvent spectateur de cela. Et quelquefois, comme la manière dont on procède, c'est qu'on reste présent et puis on observe la situation jusqu'à ce qu'à un moment, la personne ait effectivement réellement besoin d'une aide conséquence, puisque la situation, d'une manière ou d'une autre, s'est dégradée au point qu'elle n'est plus vivable. Et à ce moment-là, on peut intervenir auprès de ces gens. Peut-être que pour illustrer la séparation que nous faisons entre l'incurie et le Diogène, on va aborder deux situations concrètes et on va faire des allers-retours avec ce qui vous est affiché et des éléments un peu plus théoriques.
Je présente une première situation d'une dame qui a 58 ans aujourd'hui, que je vais appeler Michel, par anonymat, ce n'est évidemment pas son prénom. Michel nous avait été orienté par une éducatrice spécialisée du RSA sous la dénomination d'un syndrome de Diogène. En fait, cette dame a été suivie par un CMP suite à un début de noyade. Donc, elle était suivie pour un syndrome post-traumatique. Et cette psychiatre donc, qui a suivi cette dame a diagnostiqué assez rapidement, par rapport au dire de madame, un syndrome de Diogène. Donc, le syndrome de Diogène plus le syndrome post-traumatique. Quand le syndrome de Diogène a été diagnostiqué et posé, madame en a fait part à cette éducatrice spécialisée en expliquant sa situation et en parlant de syndrome de Diogène. Donc, celle-ci nous a appelé, nous a présenté la situation en disant, voilà, madame aimerait sortir de cette situation. J'ai vu des photos. Donc, sur les photos, on ne perçoit pas le sol, l'accumulation est relativement haute et l'appartement est très dégradé et très incurie. Donc, nous allons prendre contact avec madame. Nous avons un rendez-vous 1 mois après pour voir son logement, pour faire un petit peu l'évaluation de la situation, parce que pour l'instant, on n'a que du déclaratif. On a effectivement des photos où il y a énormément d'accumulation et de bazar. Mais à nous d'aller voir un peu de quoi il s'agit. Donc, quand on arrive chez madame 1 mois après, elle nous ouvre la porte et là, on constate que le logement est nettoyé, vidé. Donc, le fait est qu'entre le coup de fil et notre visite, il y a des amis de madame qui sont venus, qui ont trouvé que la situation était trop insupportable et ils l'ont aidé en un week-end à tout nettoyer, débarrasser. Donc, bon, fin pour nous de la prise en charge, parce qu'a priori, madame nous dit ne pas avoir besoin, que c'est bon, son problème est réglé et qu'elle va pouvoir entretenir son logement comme ça. Et donc, voilà. Donc, nous quittons un peu la situation. 1 an après, madame nous recontacte. Elle a eu un déboire chez elle, un incendie a été provoqué dans sa cuisine. Enfin, elle a provoqué un incendie dans sa cuisine. Et donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en plus du syndrome post-traumatique, il y avait des éléments dépressifs assez majeurs. Donc, cet incendie a replongé madame dans cette dépression. Du coup, un laisser-aller. L'appartement qui se dégrade de nouveau petit à petit. 1 an après, au point que c'est insupportable pour elle, elle a gardé nos coordonnées, nous rappelle pour nous demander d'aller la voir. En sollicitant notre aide et en disant qu'il était urgent et important qu'on puisse venir. Nous avons tenté de voir madame à plusieurs reprises, sur 3, 4, 5 rendez-vous, et à chaque rendez-vous, nous n'avons pas pu la voir. Soit elle était absente, soit elle ne nous a pas ouvert. Mais à chaque fois, reporté aussi. Elle reportait les rendez-vous aussi. Donc, on a mis à ce moment presque 1 an, attendez, hop, 6 mois. 6 mois à revoir madame. Il y a 2 semaines, nous sommes entrés pour la première fois dans le logement, enfin, en insistant bien au téléphone, puisqu'on l'exprimait la difficulté à nous ouvrir par le sentiment de honte qu'elle avait à nous faire entrer dans son logement, parce que c'était vraiment trop dégradé et qu'elle avait du mal à faire rentrer quelqu'un. Au bout d'un moment, on a pu la rassurer sur le fait que nous, on connaissait ça, que ça n'allait pas ni nous impressionner, ni nous déranger. Force de coups de téléphone, jusque sur le palier, pour pouvoir la rassurer jusqu'au dernier moment. Finalement, madame a bien pu nous ouvrir. Alors, une porte, comme vous devez connaître tous, à peine entrebâillée, parce que derrière, ça bloque. Il faut longer les affaires dans le couloir pour réussir à accéder à la pièce principale. Donc voilà. De prime abord, n'importe qui pourrait dire c'est du syndrome de Diogène, parce que ça sent très mauvais, c'est très sale, c'est encombré, il faut longer les murs. Voilà. À force de discussion avec madame, nous, on se rend compte qu'il s'agit d'accumulation passive. C'est des déchets, beaucoup de déchets, énormément de déchets, de sacs plastiques, d'emballage de nourriture. Dans la cuisine, une vaisselle qui ne cesse de monter et des litières de chats. Elle a 3 chats et en plus, elle garde des animaux. Elle est pet-sitter. C'est une bonne idée.
qui contribue à l'ambiance générale. Donc on est, selon tous les critères que l'on se donne, dans une situation d'incurie. Après discussion avec madame sur cette première séance, elle souhaite nous revoir pour que l'on l'aide activement à débarrasser son logement, ce que l'on va faire, puisque toute seule, elle n'arrive pas à se mobiliser pour. Et voilà, donc le projet que l'on a, c'est d'y retourner demain, voir si effectivement le lien de confiance qu'on a pu créer sur l'heure qu'on a passée avec elle suffira à ce qu'elle nous ouvre la prochaine fois sans difficulté, donc demain. Et si c'est le cas, on va enfin pouvoir démarrer un travail de nettoyage du logement qui va prendre un certain temps parce que voilà, on va travailler 1 heure par semaine avec elle et puis voilà, qu'elle se mobilise pour ensuite, quand on arrivera un jour à un logement correct, selon elle et puis selon nous aussi, on verra un compromis. On mettra ensuite des aides en place parce que par la stimulation d'une présence fréquente chez elle, elle devrait réussir à entretenir son logement. C'est l'idée. Voilà, on voit que là, pourquoi nous on définit cette situation comme une situation d'incurie, et donc même relativement simple, c'est que l'incurie, on peut la définir par un abandon du soin général apporté à soi. Ça peut concerner l'entretien du corps, l'entretien du logement, mais aussi par extension, quand l'incurie est vraiment forte, l'accès au droit, à la santé, donc vraiment rupture de parcours de soins, de l'incurie administrative, les droits qui sont pas arrivés à échéance, qui ne sont pas renouvelés, donc on peut se retrouver sans ressources. Sans ressources, il peut y avoir l'eau qui est coupée, l'électricité qui est coupée. Enfin, voilà. On voit comment ça peut se dégrader, mais tout part en principe, dans la majeure partie des cas, d'une problématique de santé, qu'elle soit physique ou psychique, qui engendre chez la personne un vrai laisser-aller, un vrai abandon. Il y a un découragement qui se met en place et qui contamine petit à petit tous les aspects de la vie quotidienne. Donc l'accumulation, quand elle est présente dans ces situations, comme l'a dit Timothée, elle va être passive. Ça va être les emballages de nourriture qui ne vont pas être jetés, donc ils vont s'accumuler. Il peut y avoir des résidus de nourriture également qui pourrissent. Là, les litières des chats qui ne sont pas changées, donc il va y avoir des nuisances olfactives. Mais il n'y a pas d'intentionnalité, en tout cas, de conserver ces objets. C'est vraiment une incapacité en lien avec très souvent une problématique de santé, une incapacité à s'en occuper. Je vais vous parler maintenant d'une autre situation, d'un monsieur que j'appellerai Didier, et nous sommes interpellés par les services d'hygiène de la mairie parce qu'il y a des nuisances dans la coursive extérieure qui est devant son bâtiment, devant son appartement, puisqu'il n'a plus accès à son appartement, qu'il a entièrement encombré, et donc il vit sur la coursive. Donc il ramène de la nourriture, il y a la présence de putrescibles, il y a des nuisibles attirés par la nourriture, il y a une accumulation d'affaires dans les parties communes. Et il s'avère que ce monsieur travaille encore, nous, quand on le rencontre. Et donc, on va avoir beaucoup de difficultés à rencontrer ce monsieur à cause de ses horaires de travail et de son rythme de vie. Quand on le rencontre, il se montre assez hostile à notre venue. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui veut, pourquoi est-ce qu'on vient le voir. Très revendicatif par rapport à son mode de vie. Il affirme qu'il a le droit de vivre comme il l'entend, donc il a le droit de vivre sur sa coursive et d'y faire ce qu'il veut. Et il affirme également que tant que les autres copropriétaires feront des infractions au règlement de copropriété, personne n'a rien à lui dire. Bon, sauf que son mode de vie, effectivement, il mange, il dort et il fait ses besoins sur la coursive, qui est une coursive commune, pose quand même des problèmes et il y a des plaintes multiples. Donc, ce monsieur, il refuse absolument toute proposition de l'aider, y compris de l'aider à réintégrer son logement, puisque quand on le rencontre, il est même dehors, il s'est mis lui-même dehors de son logement. Donc, il refuse toutes ces propositions-là de travail sur le logement et sur les objets. Mais par contre, il nous accorde petit à petit sa confiance sur certaines démarches administratives, puisqu'il ne se reconnaît pas, en tout cas, la capacité à pouvoir gérer ces tâches-là. Donc, on va recueillir quand même quelques demandes.
qui ne vont pas traiter du problème que tout le monde soulève, mais en tout cas, lui a un problème au niveau de ses démarches administratives relatives à l'emploi et relatives à son passage à la retraite. Donc, on va réussir à créer une relation de confiance uniquement sur le travail administratif. Par contre, lui, il n'éprouve et il n'exprime aucune gêne quant à la dégradation de ses conditions de vie. Ce qui compte, en tout cas pour lui, et c'est ce qu'il en dit, c'est l'acquisition et la conservation d'objets. Pour lui, c'est sa priorité. Donc, c'est un monsieur qui, une fois qu'il sort du travail, il va faire les marchés et il achète des ustensiles de western et de cow-boy, puisque c'est sa passion, donc des chapeaux en masse, des vestes à franges, des éperons, tout ce que vous voulez de la culture western. Et c'est vraiment ça sa priorité, c'est que chez lui, c'est un endroit de stockage pour toutes ses affaires. Au contraire de la situation précédente, qui était une situation d'incurie relativement simple, là, on a affaire à ce qu'on peut appeler un syndrome de Diogène, c'est-à-dire une démarche active et intentionnelle de conservation des objets. Vous voyez peut-être sur les diapositives, « ôte-toi de mon soleil », c'est une phrase qu'on prête à Diogène, le philosophe grec antique, Diogène de Sinope. Et c'est peut-être le lien le plus évident qu'on peut faire avec les situations qu'on rencontre de syndrome de Diogène, parce que des fois on cherche le lien entre le philosophe et ce qui est décrit dans ce trouble du comportement. Mais « ôte-toi de mon soleil », c'est une phrase qu'aurait dit Diogène à Alexandre le Grand qui se dressait devant lui alors que Diogène vivait dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les personnes qui présentent un syndrome de Diogène, cette défiance et ce refus en tout cas de l'autorité. Et c'est ce que nous disait ce monsieur, tant que les autres ne respecteront pas le règlement de copro, je ne le respecterai pas moi non plus, et en gros, vous n'avez rien à me dire. Il n'y a rien au-dessus de moi qui peut me dire quoi que ce soit. Donc, ce qui est significatif dans le comportement de ce monsieur, c'est cette accumulation intentionnelle et active d'objets et cette incapacité à s'en séparer. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement, en tout cas sur les définitions de l'incurie et du Diogène par rapport à ces deux situations. Par contre, ce qui est intéressant de voir à partir de ça, c'est qu'il y a deux types d'accompagnement qui vont se mettre en place. Dans les situations d'incurie, ça va demander relativement de temps pour dépasser la honte ou la méfiance et créer une relation de confiance. Mais une fois que cette relation de confiance est présente, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles. Comme disait Timothée, ça peut aller jusqu'à un retour à l'état antérieur. Soit la personne mobilise à nouveau ses ressources pour prendre soin d'elle et de son environnement, ou soit il y a des soutiens nécessaires pour pallier à son incapacité à prendre soin d'elle. Dans les situations de syndrome de Diogène, en termes de temporalité et de création de liens, ça va être très très long parce que effectivement la méfiance est très forte et puis il y a cette revendication très forte du mode de vie, mais on va pouvoir quand même créer du lien sur des demandes annexes ou connexes qui peuvent nous paraître farfelues ou inadaptées à ce que tout le monde observe de la situation, mais qui vont quand même nous aider à pouvoir créer du lien pour éventuellement, peut-être, travailler le rapport à l'objet, mais sachant que ça reste très, très compliqué. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les situations dans lesquelles on est confronté, on va être confronté énormément à des situations d'incurie. C'est peut-être 2/3 de toutes les situations qui nous sont présentées. Le tiers restant vont concerner des situations de syllogomanie. On n'a pas parlé de la syllogomanie, c'est l'aspect du Diogène qui concerne uniquement le rapport aux objets. Donc voilà, le tiers restant, c'est des situations de syllogomanie et des situations de syndrome de Diogène. Peut-être qu'on peut revenir vite fait sur le syndrome de Diogène, parce que tu as parlé du rapport inhabituel aux objets, donc de l'accumulation excessive. C'est la caractéristique de la syllogomanie. Rapport inhabituel au corps, donc ça va consister à l'incurie.
et rapport inhabituel aux autres, donc une misanthropie très forte et très marquée, une grande défiance envers le monde extérieur. Voilà pour ces définitions et les situations. Je pense qu'on a été à peu près complet au niveau du temps. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous propose peut-être qu'on enchaîne directement avec la deuxième et puis ensuite on laisse un temps d'échange à la fin, si ça vous convient. OK. Alors, je vais partager le support de l'MPP Dragon. Arrive. Et vous me dites et je peux faire passer les diapositives. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Jiménez Mariotte, je suis le médecin psychiatre. Et moi, Laurence Poinceau, je suis infirmière en pratique avancée à l'équipe MOA. Voilà, donc on est sur une équipe mobile psychiatrie précarité au centre hospitalier de la Côte Basque. Et donc, on a été sollicité pour vous parler, alors je dirais pas du Diogène, je dirais plutôt de certaines situations effectivement au domicile qui posent problème et de nos interventions particulièrement au domicile. En tout cas, c'est ce qui nous a amené à découvrir Diogène et consorts. Donc, notre équipe mobile, elle a été créée en 2007 sur l'hôpital de Bayonne avec, comme d'habitude, pour toutes les équipes mobiles qui sont là aujourd'hui, d'aller vers les personnes les plus éloignées du soin, des personnes, et c'est là qu'on va rapidement recouper le propos des interlocuteurs qui nous ont précédés, qui le plus souvent n'ont pas de demande ou en tout cas une demande qui n'est pas formulée explicitement. Dans l'idée, toujours de créer des liens relationnels fiables et solides et devrait, si possible, pour un retour de ces personnes les plus exclues ou les plus éloignées du soin dans les dispositifs de droit commun et donc d'être un peu l'interface entre le secteur social et l'hôpital général. L'hôpital général ou l'hôpital psychiatrique dans son ensemble. On peut passer. Donc, on peut passer là, voilà, super. Notre équipe, très rapidement, elle est composée de 4 équivalents temps plein infirmiers, une infirmière en pratique avancée, donc qui est là aujourd'hui avec moi, qui est Laurence, 0,6 de temps de psychiatre, un 0,10 très récemment de médecin somaticien, et puis un 20% de cadre infirmier. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'essentiel du travail, en tout cas de aller vers, est très largement est réalisé vraiment par l'équipe infirmière qui a une très grande mobilité et qui intervient en général toutes les premières fois, pour la plupart de nos interventions, sur le lieu où s'est exprimée la demande, justement pas au domicile, puisque pendant très longtemps, on ne faisait pas de domicile. Puisqu'on s'occupait plutôt des personnes en grande situation d'exclusion, donc souvent sans domicile fixe. Parfois, il y a un domicile, mais on le verra tout à l'heure, Laurence vous en parlera aussi, avec un peu la limite de se dire que si on peut aller au domicile, peut-être que les équipes de secteur peuvent aussi y aller. La nouveauté, juste dans notre équipe, pendant longtemps, on a été sur un pôle de prévention, sur un pôle de psychiatrie adulte, et on est depuis 2020 dans le pôle de prévention santé publique au sein de notre hôpital, qui est un hôpital général. Donc, dans l'idée, quand même, on avait cette volonté de prévention, d'ouverture, mais qui est quand même venue la renforcer, et notamment la présence de nos équipes sur notre territoire de santé. Donc, ce qui nous a amené à intervenir au domicile, parce que ce projet, nous, initialement, c'était celui-là, c'était en fait de s'inscrire dans un projet de maintien des sujets en logement et de prévention des expulsions. Parce que depuis que notre équipe a été créée, c'est vrai que le secteur social, en grande majorité et principalement, nous sollicitait pour intervenir au domicile. Nous, on était plutôt frileux, puisque par définition, domicile égale domiciliation égale potentiellement secteur. Donc, on avait dit plutôt non. Et puis, fort de notre expérience, aussi du fait que notre équipe s'est étoffée et que notre expertise a évolué, c'est vrai, on s'est dit qu'au domicile, il y avait un public invisible
éloignés des soins, souvent sans aucun même médecin généraliste ou médecin de premier recours, qui n'avaient pas ou peu de demandes et qui engendraient des troubles du comportement, essentiellement qui s'exprimaient souvent, en tout cas c'était souvent pour ça nous qu'on était sollicités, parce qu'il y avait des dégradations, des troubles du comportement, des troubles de voisinage et jusqu'à in fine parfois arriver à des procédures d'expulsion. Et pour lesquels, effectivement, le secteur, pour des raisons diverses, n'interviennent pas ou peu. Donc, nous, face à ces partenaires-là, qui sont nos partenaires du quotidien, on s'est dit qu'on allait élaborer avec eux, puisque je pense que ce qui est le cas pour toutes les EMPP, on intervient rarement seul. Le travail de réseau et de partenariat est vraiment un élément fort de notre travail et tout à fait indispensable. Donc, on a sollicité un peu les acteurs du territoire et on s'est dit que on allait essayer d'intervenir au domicile, essentiellement, initialement, pour prévenir les expulsions. Alors, pourquoi? Parce que c'est la slide d'après. Parce que effectivement, donc nous, on est sur le territoire de santé Navarre-Côte Basque et on est, alors Bayonne, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tout en haut de notre, voilà, en haut de la carte sur votre côté ouest, et on est donc effectivement sur une zone territoriale où il y a une forte augmentation de population chaque année depuis 10 ans, avec une pression immobilière qui est extrêmement forte, essentiellement sur la côte. Vous le voyez, plus on va dans l'intérieur du territoire et plus cette pression immobilière se détend. Mais la difficulté, c'est qu'on a déjà beaucoup de mal à trouver des logements pour les sujets que nous suivons, qui sont éventuellement des patients, mais on sait, et c'est ça aussi qui nous a fait nous mobiliser sur cette problématique, que quand les sujets ou les patients perdent leur logement, il est impossible, quasiment impossible, de les reloger. En sachant que, et c'est la diapo d'après, sur les hébergements d'urgence, ou en tout cas les dispositifs sociaux, les CHRS, les hébergements d'urgence, ils sont aussi, et vous le voyez sur cette diapositive, essentiellement centrés sur la côte, avec 130 places en CHRS, avec un délai d'attente qui est d'à peu près 18 mois, voire plutôt 2 ans actuellement. Un hébergement d'urgence 4 à 5 semaines, on a fait ce PowerPoint avant qu'un des hébergements d'urgence ferme, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une trentaine de places en moins, et un arrêt des listes d'attente sur les foyers jeunes travailleurs. Donc, il y avait vraiment un réel enjeu en termes de santé, mais aussi de prise en soin du public. Et c'est pour ça qu'on a finalement décidé d'intervenir au domicile. Bon, ça, on l'a dit, en sachant qu'on s'est inscrit aussi dans le plan quinquennal du logement d'abord, avec en priorité numéro 4, prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels. Ça nous semblait hyper important. Donc, une fois qu'on a dit ça, on s'est lancé avec l'idée qu'on puisse intervenir avec un cadre d'intervention qu'on a défini au sein de l'équipe et avec nos partenaires. Donc, le patient est prévenu, enfin le patient ou le sujet, parce qu'ils sont souvent sujets avant d'être patients, est prévenu de notre intervention au domicile. L'intervention se fera avec la présence d'un travailleur social, hors contexte de crise ou d'urgence, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe mobile de crise et d'urgence au sein de notre hôpital, et des patients qui sont non connus du secteur psychiatrique. Alors, la connaissance ou non du secteur psychiatrique, on en reparlera si vous voulez dans les questions, puisqu'effectivement, à partir de quel moment le secteur estime ne plus les connaître ou pas. Mais vous verrez, Laurence vous en parlera, que dans ce cadre-là, on a développé 2 types de conventions. Une convention qui lie le MPP avec, justement, on le voit dans cette slide, les bailleurs sociaux, les maisons relais, certaines mairies et certains CCAS. Et puis, une convention qui relie ces mêmes partenaires, et notamment les bailleurs sociaux publics, avec le pôle de psychiatrie adulte. Puisque l'idée, c'était vraiment de fédérer tous les acteurs autour de cette problématique de maintien en logement et de prévention des expulsions. Donc, on travaille comme d'habitude avec un travail de partenariat, donc en participant aux cellules du cas complexe via le Conseil local de santé mentale, et puis à des commissions aussi qui sont organisées par le SIAO. On a participé aussi à un groupe de travail Diogène qui était porté par le dispositif d'appui à la coordination 64 et qui va essayer d'élaborer un guide à destination des partenaires sociaux et médico-sociaux sur cette thématique-là.
Et dans ce cadre-là, on a aussi organisé une conférence sur avec le docteur Montfort, dont parlaient nos collègues tout à l'heure, pour essayer justement de faire monter en compétence, en tout cas, l'ensemble des acteurs de notre territoire sur cette problématique qui est quand même un gros sujet. Alors, Diogène ou Incurie, bon voilà, mais en tout cas avec des partenaires sociaux qui sont très en difficulté, et nous également quand même pour prendre en charge ces sujets. Donc, le but de ces interventions, c'était d'être un trait d'union entre la psychiatrie et le travail social, ce qu'on est habituellement, en maintenant en logement les personnes, en prévenant le sans-abrisme et en favorisant la mise en logement des patients qui avaient des troubles psychiques par un travail de collaboration. Donc vraiment, quand on a rencontré les bailleurs sociaux, les trois plus gros bailleurs sociaux publics de notre territoire de santé, ils avaient une réelle volonté de travailler avec nous. Et inversement, donc ça a vraiment été un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'ils ont besoin qu'on les aide, en tout cas de notre expertise, ou en tout cas de l'expertise de quelqu'un. Et comme on était un peu les seuls à répondre à ça, je crois, pour essayer de juguler ces difficultés de maintien en logement de ces personnes-là. Et nous, dans l'autre sens, on a besoin de logements pour nos patients, puisque c'est particulièrement difficile d'en trouver. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment trouvé des partenaires, rencontré des partenaires qui étaient extrêmement partie prenante dans ce partenariat et qui ont vraiment joué le jeu de cette collaboration. Donc, le bilan de l'année 2024 par rapport à ces interventions au domicile, on a été sollicité 39 fois, il y a eu 22 interventions au domicile dans ce contexte-là. Et puis, pas mal de conventions qui ont été signées avec le dispositif d'appui à la coordination, les bailleurs sociaux, certains CCAS, Anglette, Biarritz nous a sollicité également. Voilà, avec pour l'instant des collaborations qui sont plutôt fructueuses, mais un travail effectivement qui est de longue haleine et qui, à mon sens, rejoint pas mal ce qu'on faisait déjà dans les EMPP, mais qui est une autre manière d'aborder ces sujets avec des problématiques, j'allais dire différentes, parfois complémentaires. Je laisse la parole à Laura, qui va vous présenter quelques vignettes cliniques, 2, exactement, pour illustrer un peu ce travail. Moi, je suis plutôt sur le terrain. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais vous présenter une première vignette clinique. Madame C. Donc, Madame C, elle a 64 ans. Nous sommes sollicités une première fois puisque nous participons en tant qu'invités à la commission des cellules des cas complexes portée par le CLSM. Nous sommes conviés à cette réunion qui a été sollicitée par le bailleur, voilà, dans un cadre de procédure d'expulsion en cours. Donc, le cas, c'est une dame de 64 ans qui présente des troubles de voisinage et du comportement, notamment des dégradations sur les parties communes, des agressions des voisins et du coup, pour laquelle les bailleurs sociaux, le bailleur social est très en difficulté parce que personne ne répond à ces sollicitations. De multiples plaintes ont été déposées contre cette dame. Elle a déposé de multiples plaintes contre les voisins. La mairie est au milieu de la situation et personne ne souhaite intervenir au domicile de cette dame. Ni médecin traitant, ni centre médico-psychologique, ni les urgences psychiatriques. Donc voilà, c'est une dame qui a quand même un antécédent d'hospitalisation, mais en 2008. Même 2 antécédents, si je me souviens bien, et qui depuis n'a plus de suivi et dont on n'a pas entendu parler jusque-là. Donc, suite à cette commission, à cette cellule des cas complexes, le DAC 64 se saisit de cette situation en se disant, bon, à défaut d'avoir du soin dans cette situation, je vais y aller, nous allons y aller, puis nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et donc, suite à la convention que nous avons signée avec le DAC, il nous sollicite pour intervenir au domicile. Donc ça, c'était en décembre 2023. Donc cette dame, elle vit seule, elle a un fils dans la région bordelaise, elle est sous curatelle renforcée et elle est connue des services de la mairie, de la police municipale et nationale notamment. Donc comme je l'ai dit, il y a 2 hospitalisations. Il y a un médecin traitant qui est dans la boucle, mais qui ne souhaite pas se déplacer au domicile, qui connaît cette dame de longue date. Donc voilà notre première entrée à son domicile. Alors juste pour revenir un peu sur la photo, parce qu'on voit pas bien, ce qui pend, c'est une clé, c'est la clé de son logement, son ancienne clé de logement.
puisqu'elle a subi, elle a eu de la colle dans la serrure et donc elle a mis en rébellion, ou en tout cas en exprimant son mécontentement, son ancienne clé, voilà, de manière assez provocatrice, et qui est accrochée du coup à une ampoule qu'elle a forcément cassée. Donc voilà notre premier accueil chez Madame C. Donc la slide d'après. Donc au premier plan, donc, on arrive, le store est cassé. Sur la gauche, on voit le store est cassé. L'appui de fenêtre est tagué avec écrit scène de crime. La clé qui peint et nous tapons à la porte auquel elle répond. Mais elle ne nous ouvre pas la porte. Et nous parlons longuement à cette porte. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est effectivement des éléments interprétatifs au premier plan, notamment envers les voisins et celui du dessus et d'à côté. Une méfiance, puisque l'entretien se fait sur le palier. Je n'ai pas vu cette dame sur ce premier entretien. Et vraiment une grande anxiété en lien avec des actes de malveillance qu'elle subit. Hein, c'est une réalité. Mais pour autant, le discours est plutôt construit et il n'y a pas de velléité de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Donc, on n'est pas dans un contexte d'urgence là à la minute. Mais en tout cas, il y a quelques éléments qui font penser que j'ai ma part du travail à faire là-dedans. Donc, slide d'après. Cependant, ce qui est très positif, c'est qu'elle adhère au fait que nous repassions la voir au domicile et qu'elle n'est pas contre que nous puissions revenir la voir, sachant que l'idée, c'est quand même de rentrer dans le logement et d'accéder à cette dame. Donc, c'est ce que nous faisons tous les lundis matin avec le DAC. Nous allons toquer à cette porte. Alors, avec des fois, pas de réponse, d'autres fois, une première réponse avec une porte fermée. Nous parlons très souvent à la porte quand même. Et puis, petit à petit, le contact est créé et le lien de confiance s'établit. Alors, effectivement, on retrouve toujours un comportement très désorganisé, des éléments interprétatifs, une humeur assez haute. Hein, c'est une dame qui a une présentation assez excentrique. Voilà, et qui est très, très, très angoissée du fait du climat de la copropriété. Cependant, elle arrive à nous accepter et elle se sert un peu de nous pour être son porte-parole. Et nous voilà, du coup, à l'accompagner auprès de la police municipale pour déposer plainte, au tribunal dans sa procédure d'expulsion, où elle a quand même réussi, pour la petite anecdote, à rentrer un marteau dans l'enceinte du tribunal, voilà, qui dépasse du sac à main. Alors, on trouvait ça très, très, très exceptionnel quand même avec ma collègue. Mais en tout cas, tous ces accompagnements nous permettent quand même de rencontrer les différents acteurs qui interviennent dans cette situation et du coup de faire du lien et d'expliquer aussi au vu très clairement des éléments psychiatriques comment procéder pour réussir quand même à apaiser cette situation et accompagner cette dame dans les soins parce qu'il y avait une grande souffrance pour elle et elle se mettait en danger quand même dans cette copropriété. Donc, slide suivante. Ben, une fois qu'on a réussi à rentrer dans la copropriété, ben, ça c'est l'état de sa voiture. Donc voilà, les 4 pneus sont crevés. Bon, l'intérieur de la voiture est dans un état rempli de détritus. Je vous ai épargné cela. Les vitres sont cassées. La voiture est taguée, plus voilà, les rétroviseurs cassés. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le logement. Et ça, c'est l'état du logement avec une porte qui a été forcée. Et puis, ça, c'est l'état de sa pièce à vivre. Donc, effectivement, beaucoup d'accumulation de toutes parts, en fait, hein, à la fois des déchets, des vêtements, voilà, beaucoup de choses, des choses dégradées. Voilà, plutôt en lien avec de la désorganisation quand même. Voilà, et donc nous arrivons en février, et en février, cette dame présente des troubles du comportement sur la voie publique et dans la copropriété, où elle rencontre son voisin et qu'elle menace avec un couteau. Et de là, tout ce qui a été mis en place les 2 mois précédents prennent sens, puisqu'elle est interpellée par la police, qui font intervenir un médecin et le maire, et il y a une procédure d'hospitalisation sans son consentement qui est mis en place. Voilà, elle est hospitalisée durant 4 mois.
où cette hospitalisation a permis de travailler avec elle une élaboration d'un nouveau projet de vie, hein, puisque le retour dans cette copropriété était compliqué du fait que les voisins la mettaient à mal. Hein, pendant son hospitalisation, le domicile a été forcé 3 fois, la voiture a été vandalisée une nouvelle fois. Enfin, c'était vraiment assez difficile. Donc, une élaboration d'un nouveau projet de vie et puis l'accompagner à nettoyer le logement une fois qu'elle allait mieux pour pouvoir rendre ce logement et faire le deuil de celui-là, ce qui a été long, coûteux en énergie et en travail, mais qui a porté ses fruits puisque cette dame a intégré un foyer de vie en juin 2024. Et les choses se passent plutôt bien avec un accompagnement et un relais du coup CMP pour la peine dans ce contexte. Voilà. Deuxième cas clinique, Madame H. Alors, Madame H, elle a 57 ans. C'est une dame qui vit dans la maison familiale dont elle est propriétaire avec son frère et sa sœur. Et Madame H occupe le premier étage de ce logement et son frère occupe le rez-de-chaussée. Elle a une autre sœur qui est dans le Gers et qui, elle, est mariée à des enfants et vit loin de ce domicile-là. Son frère est quand même à des soucis d'ordre psychiatrique. Hein. Il est suivi et étayé au domicile, par des auxiliaires de vie notamment et par le médecin traitant qui fait le relais médical. Elle est sous curatelle renforcée. La slide d'après, voilà, elle est sous curatelle renforcée. Il y a un médecin traitant qui est près de la famille, mais elle refuse tout étayage au domicile et elle met surtout en difficulté les intervenants qui interviennent auprès de son frère. Parce que du coup, le premier étage et le rez-de-chaussée communiquent et Madame intervient au vu de l'état de son logement. Descend très régulièrement chez son frère et son frère étant assez vulnérable, du coup, elle a envahi son domicile et elle met à mal les intervenants. Donc, quand on arrive dans ce logement, donc c'est une maison individuelle dans une petite commune, voilà, et donc ne serait-ce qu'accéder au logement est une épreuve. La végétation, elle est omniprésente, des détritus dans le jardin à n'en plus finir. Voilà, il faut monter un escalier pour arriver difficilement au premier étage. Et pas de surprise, le logement est dans le même état que l'extérieur. Et ce logement, les détritus envahissent aussi le rez-de-chaussée, c'est-à-dire l'espace de son frère, ce qui met à mal aussi ce monsieur-là. On trouve une dame dans un état somatique très précaire. Elle est en obésité morbide, elle est incontinente, elle a un diabète non équilibré et une insuffisance cardiaque et une insuffisance respiratoire à 57 ans. Voilà. Donc, en octobre 2024, on fait la première visite conjointe avec, encore une fois, le DAC, qui est notre partenaire privilégié, dans le but d'évaluer cette dame suite au syndrome de Diogène qui est repéré. Donc, on trouve une Madame H qui est incurique, avec un contact très, très, très hostile, qui hurle beaucoup, mais qui est très, très angoissée. Et au fur et à mesure de notre intervention, elle est rassurée. Elle se pose, le lien est fait. Il n'y a pas spécialement d'éléments délirants, il n'y a pas de désorganisation, le discours est cohérent. Voilà, mais elle est dans un état somatique très dégradé qui la conduise aux urgences. Elle accepte de monter dans une ambulance pour aller vers les urgences. Donc, de là, on découle une hospitalisation en endocrinologie, où pour la peine, elle bénéficie d'une batterie d'examens, donc à la fois une évaluation endocrino, une évaluation cardiaque et une évaluation psychiatrique par le service, l'équipe de liaison. Un scanner cérébral est prévu, mais elle refuse de rentrer dans le scanner lié à des angoisses majeures. Voilà.
L'hospitalisation dure à peu près une semaine. Ça se passe plutôt bien, malgré quelques aléas ou avec des moments d'angoisse et d'agressivité qui sont plutôt canalisés. Et elle est mise sous antidépresseur suite à l'intervention de la psychiatrie de liaison sur un épisode dépressif chronique et des angoisses. On met en place des infirmières libérales, effectivement, pour la prise du traitement et une auxiliaire de vie pour aider au désencombrement, avec un gros nettoyage du jardin et surtout un désencombrement de l'appartement du rez-de-chaussée de son frère, qui, lui, n'avait rien demandé et était aussi envahi par les détritus de madame. Donc, une hospitalisation plutôt positive. Et dans l'idée, on part sur l'idée d'un accompagnement pluridisciplinaire et coordonné, dans le but d'établir dans un premier temps et de maintenir le lien de confiance qui avait été créé jusque-là, avec une visite à domicile tous les 15 jours. Donc, un gros travail de partenariat parce qu'on sent bien que la situation va être assez délicate avec cette relation sœur-frère, cette prise en charge, en tout cas, des deux, et en même temps en partenariat, mais de manière assez séparée aussi, qui vit dans un même logement. Voilà, et un frère assez vulnérable qui ne peut pas se plaindre, en tout cas, du comportement de sa sœur. Donc, derrière, travail de partenariat avec le DAC, avec les infirmiers, le médecin traitant, les auxiliaires de vie, la curatrice et la famille. J'aimerais dire que nous avons eu une réussite, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, avec une situation très compliquée au domicile où effectivement, petit à petit, elle a mis à mal le coordonnateur de la DAC, qu'elle ne veut plus voir. Les infirmières libérales, elle ne prend pas son traitement, donc les infirmières libérales, c'est compliqué pour elles d'intervenir et de trouver du sens dans leur intervention à ce niveau-là. Le médecin traitant n'intervient toujours pas au domicile. Le désencombrement n'a pas fonctionné, même pas à moitié, puisque du coup, elle remet tout ce qui est mis dans les sacs poubelles. Voilà, et la dynamique familiale est quand même très perturbée. Donc, à ce jour, nous avons Madame H qui est à domicile, avec quand même un gros problème d'hygiène, dû à son manque d'initiative, à sa rigidité, à son mode de vie, aux difficultés d'accepter les aides extérieures, et puis à son syndrome d'accumulation, en tout cas de Diogène, je ne sais pas, mais d'accumulation, notamment des détritus, ce qui entraîne pour elle une incurie, avec une dégradation de son état de santé, notamment somatique, où elle ne prend pas son traitement. Du coup, la faire venir en consultation cardio, en consultation endocrino, alors qu'elle est incurique, il n'y a aucun moyen de transport qui veut la transporter. Voilà. Et puis derrière ça, quand elle arrive en consultation cardio, qu'il faut faire une écho cardiaque, autant vous dire que le médecin cardiologue est quand même très réticent. Voilà, un isolement social et puis une précarité sociale, puisque derrière, plus personne ne veut intervenir au domicile. Son véhicule personnel est dans un état catastrophique au même titre que la maison et que la végétation. Donc, du coup, le garagiste ne veut pas intervenir sur ce véhicule. Personne ne veut la transporter. Les gens s'isolent. Et c'est le serpent qui se mord la queue. La salle de bain est inaccessible, donc pour l'incurie, l'accompagner sur les soins d'hygiène, ce n'est pas possible. Voilà, donc on est dans une situation assez difficile aujourd'hui. Et ce qui nous ouvre un petit peu à tous les questionnements de cette intervention au domicile qu'on peut se poser et les limites et perspectives d'une UMPP dans cette situation-là. Donc, où s'arrête notre intervention ? Est-ce que là, le secteur doit prendre le relais parce que c'est une situation qui nous prend quand même beaucoup de temps et que c'est une dame qui est domiciliée et comment faire pour que le secteur ne se désinvestisse pas de ce travail au domicile. Voilà, malgré le fait de cette signature avec les bailleurs sociaux, mais on sent bien qu'ils ont du mal à se saisir de cette intervention, en tout cas avec les travailleurs sociaux. Est-ce qu'il faut créer une équipe mobile spécialisée sur notre territoire pour prévenir les expulsions, peut-être parce que je pense qu'il y a un travail quand même conséquent à faire.
Et puis, du coup, nous, en tant que MPP, comment s'intégrer dans le plan quinquennal pour le logement. Voilà, et puis l'idée, bon, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans toutes les équipes mobiles, voilà, mais c'est jusqu'où on va, jusqu'où ça s'arrête. Est-ce que cette dame a des troubles psychiatriques? Si oui, lesquels? Voilà, jusqu'où va la psychiatrie ou ne va pas? Et voilà, une fois qu'il n'y a plus personne, ou en tout cas de moins en moins de partenaires au domicile, alors, bon, voilà, ce sera peut-être ce que disaient nos collègues, assister un peu impuissant à la lente dégradation jusqu'à ce qu'on connaît bien en EMPP, bien peut-être un problème somatique qui la conduira à une hospitalisation et qui nous permettra de, à ce moment-là, de jouer autre chose. Mais c'est vrai que on touche nos limites, ou en tout cas notre impuissance. Tout à fait. Bon, c'est pas la première fois. Et on a terminé, je crois. Et nous, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaitiez adresser aux équipes. Et oui, on vous enverra bien le diaporama. Enfin, si le MPP est d'accord. Peut-être, il y avait une question de l'EMPP de Vendée à destination de l'équipe de Marseille sur les fonctions des interlocuteurs de l'équipe, si vous pouvez les préciser. Oui. Ouais, on n'a pas pris le temps de se présenter, on allait un peu vite en besogne. Donc, notre équipe, on est 4 temps plein. Donc, Vincent qui est éducateur spécialisé. On a nos collègues assistante sociale ou CESF et psychologue. Et moi, je suis infirmier. Et on a un psychiatre de demi-journée par semaine avec nous. Voilà. Donc, et juste pour aussi peut-être le volume, peut-être ça viendra après comme question, on est financé, donc on est 4 ETP, 5 personnes sur 4 ETP. On est financé pour 60 accompagner 60 situations. Et la manière dont on se débrouille avec ça, c'est qu'il y a 30 places en accompagnement intensif, donc des personnes qu'on voit toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, parce que même 30 par semaine, on ne peut pas. Et 30 autres situations qui vont être soit de l'orientation, de la réorientation, de l'appui aux professionnels déjà sur place. 60 personnes en intensif, on ne pourrait pas le faire, donc c'est pour préserver une présence, parce que c'est ça qui est vraiment important pour les personnes, c'est vraiment la présence régulière au domicile. On a divisé la pile active en 2. Et il y avait une deuxième question qui vous était adressée pour savoir où en était la situation du monsieur qui présentait un syndrome de Diogène. Alors, ce monsieur, on l'a vu ce matin, juste avant le webinaire. Ce monsieur a perdu son logement. En fait, il était propriétaire de son logement avec son frère. Il y vivait seul, mais ils étaient 2 propriétaires. Et le frère a subi des pressions. Enfin, lui, en tout cas, il a ressenti la pression, au contraire de son frère, lui, de la part des services d'hygiène de la mairie, qui avaient fait des mises en demeure de résorber les nuisances. Le syndic, les autres copropriétaires, enfin voilà, il a subi beaucoup de pression et il a fait des tentatives de débarrasser lui, puis ensuite l'accumulation est revenue. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré les clés pour débarrasser le logement et pour le vendre. Et donc son frère s'est retrouvé sans domicile, ce qui n'a pas énormément changé son mode de vie, puisque même quand il avait encore les clés de son logement, il ne pouvait plus y rentrer et du coup, il dormait également soit sur la coursive, soit dans la rue, bénéficiait des maraudes, enfin, tous les circuits de la grande précarité. Sauf que symboliquement, pour lui, il a remis ses clés à son frère, donc il n'a plus les clés de chez lui. Et ce qui était son mode de vie, plutôt choisi ou assumé, est devenu un mode de vie qu'il subit et dont il souffre actuellement. Donc, il subit les aléas de la rue, les conditions météo, etc. Là, ce matin, on l'a vu et on a remis en place comme un plan d'action pour trouver un logement, puisqu'il refusait tout dans un premier temps. Et puis là, il est tellement marqué par la rue qu'effectivement, il accepte les concessions qui sont de se rendre présentable pour aller visiter un logement
et la condition que nous, on lui met, mais on n'a aucune garantie pour la lui faire respecter, c'est qu'une fois qu'il aura son nouveau logement, qu'il accepte la présence d'aide à domicile une fois par semaine. Donc ça, on a son accord là-dessus. Est-ce qu'il le tiendra quand il aura un logement? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le côté jusqu'au boutiste, en fait, de la conservation des objets, puisque lui préfère être dehors que de pouvoir traiter ces objets pour réintégrer un logement. Voilà. Merci beaucoup. Madame Pastan, vous aviez 2 questions, si vous voulez les poser directement. Merci beaucoup parce que ça m'est plus facile oralement, mais je les avais mises par écrit. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci pour ces présentations très opérationnelles. Et en fait, j'ai 2 questions pour les 2 équipes qui tournent un peu autour du même sujet, à savoir les conventions. Est-ce que pour l'équipe de Marseille, est-ce que vous avez une convention avec l'ARS ou est-ce que c'est une convention multipartite pour votre fonctionnement et si c'est possible, à quelle hauteur de financement? Parce que je trouve intéressant que vous ayez d'ores et déjà annuellement défini un nombre d'interventions intensives et un nombre de suivis. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai la même question pour l'équipe de Bayonne. Vous avez évoqué une convention avec le DAC. Est-ce que c'est la même convention qu'avec les bailleurs sociaux? Quelles modalités y avez-vous intégrées? Et je trouve très intéressant votre travail avec le DAC. Est-ce que vous avez intégré des indicateurs, défini des modalités d'intervention partagées? Et aussi, est-ce qu'il ne manque pas les municipalités dans votre convention? Voilà. Et merci encore. Et j'ai écrit mes questions. Alors, peut-être que nous, on peut répondre. Alors, parler Oui. de convention, mais par rapport à l'ARS, c'était plutôt du financement. Nous, on n'a pas de convention signée, je ne crois pas, mais on fait partie d'un GCSMS, donc un groupement de coopération sociale et médico-sociale, qui regroupe déjà plusieurs acteurs institutionnels sur Marseille. Donc, on peut considérer que ça peut faire convention puisque c'est différents acteurs. Il y a des bailleurs, il y a des soignants, des secteurs associatifs qui se regroupent et qui forment ce groupement. Sinon, au niveau du financement, on a été pendant 3 ans une équipe expérimentale et financée entièrement par l'ARS. Et au bout des 3 ans, l'ARS nous a dit c'est super boulot, mais on ne finance plus. Et du coup, notre direction a dû chercher des cofinancements. Donc aujourd'hui, on est financé, il y a la mairie de Marseille, il y a la métropole, ex-Marseille, il y a le département des Bouches-du-Rhône, le FSL et l'ARS qui est revenu sur une petite partie, effectivement. Donc voilà, la difficulté de financer pour maintenir l'activité de l'équipe est réelle. D'accord. Et en même temps, ça fait un peu écho, je vous remercie pour ces précisions, ça fait un peu écho avec ma question. Est-ce que le fait qu'il y ait parmi les financeurs, les municipalités, la métropole, est-ce que ce n'est pas aidant? Et puis, deuxième question, qui porte le GCSMS? Le GSCSMS est une entité juridique qui se porte seule, justement. C'est le principe de ce groupement. C'est que tous les acteurs qui sont membres du groupement mettent quelque chose dans le pot commun. Donc, c'est la mise en commun de moyens. Par exemple, notre médecin psychiatre, il est mis à disposition par un centre hospitalier psychiatrique une journée par semaine, par exemple. Voilà. Donc, c'est une sorte de mutualisation. Et puis, c'est une volonté, en fait, des acteurs du territoire. D'accord. Oui, tout à fait, de fonctionner ensemble. Et pour le cofinancement de la métropole et de la ville, est-ce que c'est aidant dans vos interventions? Alors,
je ne saurais pas vous dire si c'est aidant dans nos interventions. Nous, ce qui est aidant, c'est qu'on ait le financement pour aller travailler. Après, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être source de pression, puisque la mairie ou la métropole qui finance peuvent aussi exiger ou essayer d'exiger de nous certaines actions ou d'aller plus sur certaines situations. Donc, voilà, c'est aidant parce que ça participe au financement et qui fait qu'on existe. Et il y a après d'autres aspects qui fait qu'on pourrait se sentir redevable, mais ce n'est pas le cas. Donc, on arrive à éloigner cette pression-là. Merci. Alors nous, pour répondre aux différentes questions, donc c'est vrai que les conventions, c'est un peu historique dans notre manière de fonctionner. Enfin, au début, on ne faisait pas de conventions, on faisait des partenariats informels et en fait, on s'est dit que les conventions, c'est une manière justement de formaliser un peu nos interventions. Donc, les partenaires ne conventionnent pas ils conventionnent avec l'hôpital et en particulier avec notre service. Donc, ce qu'on a mis en place, parce qu'on a énormément de partenaires comme toutes les EMPP, on a mis en place une convention type qu'on décline en fait en fonction des partenaires et des modalités de partenariat qui nous lient, en sachant que ça, je trouve, le double avantage, de favoriser la rencontre, puisqu'il faut bien formaliser ces conventions et s'accorder sur des modalités d'intervention communes. Et ces conventions sont normalement réévaluées et surtout en début de partenariat. C'est-à-dire que c'est l'occasion, en fait, au bout de 6 mois, mais le plus souvent 1 an de partenariat et de conventionnement, de faire un point sur nos activités, pour ajuster au mieux les modalités d'intervention. Donc, ce qui les caractérise, alors les indicateurs, effectivement, il y en a très peu. Par contre, ce qui est noté dans les conventions, c'est les modalités d'intervention, c'est-à-dire qui va intervenir, comment, par qui on va être sollicité, les prérequis, vraiment les fondamentaux, on l'a vu pour le domicile. Voilà, c'est essentiellement ça. En sachant qu'effectivement, on a conventionné avec le DAC parce que c'est vraiment des acteurs de première ligne, ils sont extrêmement sollicités dans ces situations-là et ils nous sollicitent beaucoup. Et qu'en plus, on a une proximité géographique parce qu'on est dans le même bâtiment, donc c'est extrêmement facile pour nous d'échanger avec eux de manière formelle ou informelle. Et la question sur les municipalités, alors c'est vrai que pour l'instant, on a conventionné avec le CCAS d'Anglet. Là, on a organisé notre copil là, en mars et le CCAS de Biarritz est demandeur aussi de conventionner avec nous. Donc là, c'est pour nous très intéressant quand les municipalités sont partie prenante et ce d'autant que lorsqu'on a conventionné en fait avec la ville d'Anglet, on s'est aperçu qu'ils ont aussi des logements d'urgence et ils nous ont demandé, parce qu'on les connaît de longue date et qu'il y a vraiment ce travail de confiance, de participer aux commissions d'admission de ces logements-là. Donc pour nous, ça c'est vraiment un avantage énorme parce qu'on peut solliciter des logements pour des gens qu'on suit et on est aussi un peu la caution qu'il y aura quelqu'un s'il y a un problème dans ces logements parce que la question des partenaires, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs de soutien et que si personne ne répond, c'est difficile pour eux d'être seuls face à ces situations. Comme ça l'est, je pense que l'idée, c'est vraiment de travailler de concert avec l'ensemble des partenaires, parce qu'on l'a vu, c'est quand même, à la limite, quand on est dans l'incurie et le trouble psychiatrique, pour nous, c'est pas très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est notre domaine d'expertise. Quand on est dans l'urgène sans pathologie psychiatrique et dans la longue durée, c'est beaucoup plus... Clairement. Fort et compliqué. Enfin, compliqué, pas compliqué, mais voilà, la marge de manœuvre est moindre, en tout cas pour nous. Merci pour ces précisions. Et je dis aussi quand même une chose, on travaille aussi beaucoup, parce que c'est très important, je pense, de le dire, avec la police municipale, notamment, là, on sort un peu du domicile, mais pour les gens qui sont à la rue. Et ce n'était pas un partenariat qui était évident, en tout cas, et on les a rencontrés parce qu'on fait des événements, on organise des événements à la rue dans Bayonne, on fait des goûters solidaires chaque année à la rue, et donc on les a rencontrés comme ça, et en fait, on a, comme tous les partenaires, on a appris à se connaître, à échanger, et ça nous aide quand même beaucoup
pour la prise en charge de ces sujets. Et je crois que c'est assez réciproque, donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Madame Escande? Votre micro est coupé. Peut-être dans l'attente, Barbara, si tu veux prendre la suite. Oui, bonjour, merci Emma et merci aux intervenants. Je suis assez étonnée de voir que Jean-Claude Montfort est toujours la référence et qu'il n'y a pas eu, on va dire, voilà, des nouveaux, d'intérêts nouveaux sur Diogène. Et aussi, malgré le fait que je comprends bien qu'il n'y a pas un consensus au niveau de la prévalence, les causes, les diagnostics, etc., je voulais savoir si au niveau de la littérature scientifique, sur des cohortes harmonisées au niveau national, on avait un peu des repères, à savoir la moyenne d'âge, les ratios hommes-femmes, et surtout s'il y a des recherches comparatives dans d'autres pays d'Europe. Pour avoir un peu une idée où nous en sommes au niveau de la recherche clinique par rapport au syndrome de Diogène. Alors effectivement, c'est toujours le professeur Montfort qui fait référence, et nous aussi on est un peu étonnés qu'il n'y ait pas plus de recherche et d'évolution sur tout cela, parce que nous, de notre petit humble niveau, on arrive déjà à nuancer un peu les propos, et puis même à pas forcément être d'accord sur tout. Donc c'est dommage qu'effectivement il n'y ait pas plus de réflexion là-dessus. Bon. Il n'y a pas de consensus, donc il y a une chose sur les prévalences qui va mettre en difficulté le fait de faire des vraies statistiques, c'est qu'il n'y a pas de consensus, donc ça veut dire que déjà il faut qu'on sache de quoi on parle quand on parle du syndrome de Diogène avant de dénombrer le nombre puisque nous, de notre point de vue, on va différencier les syndromes de Diogène de l'incurie, donc déjà, voilà, ce qui n'est pas le cas partout, donc déjà, ça n'a plus rien à voir au niveau des chiffres. On va aussi nous distinguer l'acylogomanie du syndrome de Diogène, parce que l'acylogomanie, c'est un cas particulier du syndrome de Diogène qui ne sera pas traité de la même manière, donc voilà. Ce qu'on sait au niveau des chiffres, en tout cas, il y en a quelques-uns, c'est qu'il n'y a pas vraiment de majorité homme-femme. On est à peu près sur une égalité, à peu près. On est plus sur des personnes, pour l'âge, sur des personnes âgées, mais peut-être aussi parce que il y a un manque, parce que c'est quelque chose qui peut exister depuis toujours, mais peut-être qui est compensé par l'activité. Activité professionnelle, ou les capacités à compenser physiquement et à ne pas nuire au voisinage, qui au bout d'un moment, en perte de capacité physique, on n'arrive plus, ou psychique, on n'arrive plus. Donc on voit qu'il y a plus de personnes âgées, mais peut-être à cause de cette difficulté à compenser. Quoi d'autre ? Et voilà. Donc, et puis après, voilà, on découvre aussi beaucoup de cas de syndrome de Diogène de manière fortuite, par intervention des pompiers donc, en fait, ça veut dire que nous, on ne connaît que la surface de l'iceberg, en plus de choses qu'on a du mal à définir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait à essayer de définir des prévalences, puisqu'on ne sait pas encore tout à fait de quoi on parle. C'est pour ça que la partie intéressante, alors nous, on contribue à notre niveau, parce qu'on est une équipe de terrain, mais c'est de contribuer à apporter des éléments pour dire de quoi on parle, en fait. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dénombrer si on ne sait pas de quoi on parle tous. Et la notion de syndrome de Diogène, elle est très franco-française, en fait. On n'en parle nulle part ailleurs. Dans la culture anglo-saxonne, c'est traité d'une manière différente. Ça va effectivement s'approcher plus de la silogomanie, donc en termes de troubles psychiatriques. Donc, on essaye d'œuvrer à notre niveau, justement, à faire évoluer ces questions et d'arrêter ce grand fourre-tout Diogène qui, aujourd'hui, nous, de nos observations de terrain, n'a plus beaucoup de sens. On en vient même à douter que ça existe, le Diogène, tellement, au fur et à mesure qu'on élimine et qu'on dit, bon, ça, c'est vraiment de l'incurie, ça va être de la silogomanie,
Les situations de Diogène qui restent, ça pourrait être ceux qui restent, sont assez peu nombreuses et je pense qu'on manque encore de matière et d'observation pour peut-être, parmi ces situations-là, en écarter avec d'autres causes qui pourraient être aussi des troubles psy, de la persécution et de la paranoïa, qui pourraient expliquer ce repli. Enfin, voilà. Nous, on doute même de l'existence de Diogène, pour vous dire où on en est. Bravo. Oui, et puis je pense que tout comme on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop non plus qui doit les prendre en charge. Enfin, je pense que c'est le propre aussi de la création de votre équipe. C'est-à-dire que nous, on y est allé et on y va parce qu'on connaît les partenaires et qu'on a l'habitude d'y aller vers et qu'on sait que ça n'ira que de pire en pire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cité aussi la gériatrie, la médecine générale. Enfin, il y a en fait tout un tas d'acteurs qui pourraient s'en saisir. Et pour l'instant, je crois que l'élément discriminant, c'est plutôt qui veut bien y aller, quoi. Que qui, en tout cas, quand il n'y a pas d'équipe spécialisée, c'est qui accepte d'y aller et de se saisir avec ses compétences ou pas. Et c'est vrai que nous, on le voit avec une lecture psychiatrique, mais quand il n'y a pas de trouble évident, ben, on fait ce qu'on fait avec les autres, c'est-à-dire on accompagne, on accueille, mais on demande aux équipes spécialisées aussi, voilà. pour faire effectivement des diagnostics différentiels, mais probablement que l'étiquette syndrome de Diogène, ça porte à confusion et du coup, on a du mal à effectivement orienter les bonnes personnes aux bons endroits. Oui. C'est pour ça que nous, voilà, on a mis plutôt tout ça sous le terme générique de prévention des expulsions parce que on n'avait pas de compétences spécifiques là-dedans. Il y a 2 autres questions qui ont été posées dans le chat sur la durée finalement qui est nécessaire pour la mise en confiance avec la personne et un éventuel retour au droit commun. Et est-ce que vous effectuez une veille pour les risques de rechute? La durée, elle est très aléatoire. Ça va vraiment dépendre de chaque situation, de la difficulté qu'on a. Là, par exemple, le cas dont j'ai parlé tout à l'heure de la dame avec qui on a mis plusieurs mois à réussir à pénétrer dans le logement. Voilà. Demain, je vais voir si… Donc là, tout a été fait pour vraiment mettre en lien, en confiance, etc. Et celle-ci a été très rassurée la dernière fois. Demain, je vais peut-être repartir à zéro. Donc, on est reparti pour 6 mois. Ou alors, ça va s'ouvrir dès demain et puis la situation va s'améliorer en quelques semaines. Ça peut prendre… Oui, il y a des situations où on met 1 an et demi à pouvoir rencontrer, ne serait-ce que rencontrer la personne. Donc ça, c'est vraiment très, très aléatoire. Et des situations où on n'arrivera jamais à entrer dans le logement. Et on va suivre la personne. Donc après, une veille, oui, en fait, c'est-à-dire qu'on va rester en lien avec cette personne justement pour voir un peu pour la suivre. Quelquefois, on va diminuer la fréquence de visite, mais cette personne saura nous recontacter si besoin. Donc oui, il y a des sortes de veilles, puisqu'on peut diminuer les fréquences. Et puis juste maintien un lien, un téléphone, par exemple. Voilà. Mais oui, en tout cas, tant que la situation n'est pas résolue, selon nous, après, c'est rarement résolu vraiment. En tout cas, on est toujours sollicitable sur les situations. Et ce qui est important, c'est effectivement la qualité du lien qui est construit. C'est pour ça c'est vraiment notre priorité pendant toutes les premières rencontres qu'un lien de confiance s'établisse, parce que même s'il n'y a pas d'action à mettre en place parce que la personne le refuse, le jour où il y a un coup dur, souvent malheureusement c'est ça, mais on se retrouve à attendre un coup dur. Si le lien était suffisamment bon et bien construit auparavant, c'est là où la personne va nous solliciter, où on pourra être réintroduit. À ce moment-là, il y a des actions qui seront possibles. Oui, ça arrive qu'on soit sollicité 1 an après, 2 ans après, bien sûr, oui, par les partenaires ou par la personne elle-même. Oui, parce qu'à l'époque, soit ça s'était considérablement amélioré, qu'il n'y avait plus de risques pour la personne, ou soit tout était verrouillé et bloqué, du coup, on n'avait plus qu'à se mettre en suspens pour revenir plus tard. Oui, pour nous, c'est exactement pareil. C'est beaucoup une clinique du lien avec les gens exclus. C'est vraiment, donc en général, c'est autant de temps que nécessaire. Une rencontre qui aura lieu, qui n'aura pas lieu, c'est tout un travail d'apprivoisement mutuel et une disponibilité éventuelle s'ils ont besoin. Mais c'est vrai que c'est très difficile de chiffrer et les orienter sur les dispositifs de droit commun, c'est pareil. Il y a des fois, rarement, c'est super facile. Et puis des fois,
Voilà, et puis c'est des allers-retours, et puis le propre de ces équipes, alors je parle pour nous, mais je crois qu'on avait un peu échangé avec l'équipe de Marseille, c'est aussi d'être très adaptable en fonction de la personne. C'est que des cas particuliers, vraiment la prise en compte, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Donc, ça nécessite beaucoup d'adaptation, parfois beaucoup de temps, de sortir un peu en tout cas, voilà, une clinique qui est très particulière et très adaptée, enfin, en tout cas, le plus adapté aux besoins de la personne au moment où on la rencontre. En tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Madame Escande, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. On ne vous entend pas. Peut-être si vous souhaitez poser votre question dans le chat pour qu'on puisse la lire, parce qu'on a du mal à vous entendre. Et en attendant, on avait peut-être, on n'aura pas forcément le temps de répondre à tout, mais il y avait quelques dernières questions sur les situations d'agressivité et de violence. Est-ce qu'elles sont plutôt fréquentes ou minoritaires? Une question peut-être un peu plus large sur la réflexion autour du syndrome et sur la relation que peuvent avoir les usagers aux objets. Mais voilà, je ne sais pas si on aura le temps d'aller très loin dans ces réponses. Et il y avait une question du coup sur est-ce que si la personne ne vous répond pas au bout d'un an ou plus, vous décidez d'y aller ou pas? Mais ça, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure de manière positive. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques derniers éléments à nous apporter. Juste sur l'agressivité, nous, j'allais dire pas du tout confronté, mais ça doit peut-être arriver, mais c'est pas du tout présent dans notre pratique, hein, c'est très rare. C'est peut-être lié au fait quand on essaie de créer du lien avec la personne, on vient pas exercer une forme de contrainte, on représente pas une contrainte ou de la coercition. Donc ça nous aide en tout cas, parce qu'on est clairement là pour voir avec elle comment est-ce qu'on pourrait l'aider. Donc, du coup, on est vraiment très, très peu confronté. Et puis, c'est peut-être une question de public aussi, c'est que peut-être qu'on n'est pas confronté à des profils qui présentent des troubles psy hétéro-agressifs. C'est pas le même public. Alors, nous, pour la peine, on peut parfois y être confronté. Après, on n'intervient pas dans l'urgence, on n'intervient pas dans un contexte normalement de crise. Hein, donc effectivement, la personne ne veut pas nous recevoir ou c'est pas le moment. Ou voilà, quand on essaye de faire du lien, ok, c'est pas le moment, on reviendra plus tard. C'est aussi, ça fait partie de ça aussi, créer du lien, c'est aussi s'adapter à l'autre. Et il y a des jours où c'est pas possible. Donc l'agressivité, pourquoi pas, la violence, jamais, ou quasiment jamais. Donc voilà. C'est pas le but d'aller à la confrontation non plus dans ces moments-là. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais ça va être la fin du webinaire, même si j'imagine qu'il y a d'autres questions. Merci beaucoup aux deux équipes pour votre présence et vos présentations. Je pense que ça a été très éclairant pour l'ensemble des participants. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas après à vous en référer soit à vos coordonnateurs régionaux, soit à moi-même pour qu'on puisse aussi voir comment vous appuyer sur ces sujets. Et voilà, s'il y a des besoins de création de je sais pas moi, d'outils, de documents, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup et puis on vous tiendra au courant pour les prochains webinaires qui devraient arriver très prochainement. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.